On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, l'équipe André Bouchard nous présente son candidat dans le district numéro 6, NDL et Saint-Gérard-Ouest. Mais d'abord, revenons sur cette décision de la Caisse de dépôt sur le non-prolongement du REM. Ça a fait bondir l'éditorialiste du Canada français, Renel Bouchard. La région a subi, disons, une grande déception il y a quelques semaines quand on a appris que la Caisse de dépôt et de placement du Québec ne veut pas prolonger le REM jusqu'à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Pourtant, c'était vraiment une promesse électorale de la coalition Avenir Québec. Généralement, c'est un gouvernement qui tient pas mal ses promesses depuis le début de son mandat. Je comprends qu'il y a la Caisse de dépôt qui est l'intermédiaire dans tout ça, mais bref, ça a pris tout le monde un peu de court. Honnêtement, on pensait que c'était pas mal dans la poche. Un de ceux qui a réagi fortement, la semaine dernière, on recevait l'ancien maire Michel Fecteau. C'est aussi le président de ICI Média, qui est l'éditeur du journal Le Canada français, qui a écrit d'ailleurs non pas un, mais presque même deux éditoriaux sur le sujet. Renel Bouchard est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'était quoi la première réaction, Renel, quand tu as appris que le REM ne viendrait pas ici? Bon, j'ai été déçu, comme beaucoup de monde dans la région. Déçu parce que c'est vraiment un projet structurant pour la région qui est important pour son avenir. Puis déçu aussi parce que c'était une promesse électorale qui n'avait pas été faite en demi-teinte. Oui. C'était une promesse claire et nette. Puis M. Legault, c'est un homme qui respecte sa parole d'habitude. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Alors, c'est une déception double, oui. Comment on l'explique maintenant? Quand on se met à fouiller, à gratter, à poser des questions, comment on explique cette prise de position de la Caisse de dépôt? Bien, la Caisse de dépôt estime probablement qu'elle n'a pas l'achalandage suffisant pour justifier le projet qu'elle avait mis en branle. Parce que dans son projet, je crois lire entre les lignes là, que c'était pas une, mais 3 stations qui étaient envisagées. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de 3 stations. D'abord, il faudrait réviser le projet. Il y a 2 stations qui seraient dans le champ, premièrement. Là. Alors, faire des stations à 50-70 millions pour s'arrêter dans le champ, je pense que c'est peut-être pas nécessaire au moment où on se parle. Donc, il faudrait revoir le projet tel qu'il a été présenté, tel que la Caisse l'a conçu. Et il faut comprendre aussi qu'une fois que la Caisse dit c'est pas rentable pour moi, ça ne veut pas dire que le gouvernement va dire non. Alors, est-ce qu'il y a une étape... J'ai jamais entendu le ministre des Transports jusqu'ici lui-même dire que c'était non, ni M. Legault. On a une madame qui ne connaît pas grand-chose de la Rive-Sud, là, qui est habituée dans l'Est de Montréal, qui a dit que la Caisse de dépôt avait dit non. Mais est-ce que elle engageait le gouvernement vraiment? J'aimerais ça en avoir la confirmation, j'en suis pas sûr. Bon. Pensez-vous qu'il est trop tard pour mettre de la pression sur le gouvernement? Parce que on a déjà eu une première réaction de Mme Sanson, de M. Lemieux, qui dit « Oui, écoutez, attendez, on va vous arriver avec d'autres alternatives. » On est dans le comté aussi du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Et ce REM-là, à l'autoroute 10 et 35, qui va desservir des régions comme Granby et Bromont, et pourtant, le député du coin, c'est le ministre des Transports, François Bonnardel. C'est pour ça que je vous dis que moi, je pense que l'histoire n'est pas terminée. J'aimerais bien ça, que le ministre des Transports vienne à la tribune de la Chambre de commerce nous dire personnellement qu'il est contre ce projet-là. Parce que c'est un projet qui est très structurant, pas pour Saint-Jean, pas pour le Haut-Richelieu, mais pour toute la partie de l'Estrie qui se dirige vers Montréal. Et surtout avec la pandémie, ça va être encore plus vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert les vertus de vivre un peu plus loin de Montréal, puis qui vont devoir quand même se rendre à Montréal 2 fois, 3 fois par semaine, sinon 5 à certaines semaines. Chaque matin, il y avait, à l'époque, en 2016, quand le Conseil économique, on avait fait l'étude de faisabilité de cette station-là, pas vraiment de la station, mais on avait fait une étude de la mobilité de Saint-Jean puis vers Montréal avec les gens de Chambly. On savait à l'époque, il y avait déjà à l'époque 800 personnes qui chaque matin prenaient l'autobus pendant 55 minutes pour s'en aller au centre-ville de Montréal à partir de Bromont. Ça peut s'étendre. Il peut y avoir des milliers de personnes qui vont faire ça sur une station du REM à Saint-Jean où on raccourcirait le trajet vers le centre-ville. Mais effectivement, à ce jour, on n'a pas entendu beaucoup de réactions de la part du ministre Bonnardel, pas tellement beaucoup non plus de la part du premier ministre lui-même, mais pourtant, la semaine suivant cette annonce-là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le REM, il pourrait aller à Boucherville puis à Châteauguay.
Moi, je Donc, pense que à le l'est et à gouvernement l'ouest. est en train de lancer des perches en même temps. C'est pour ça que c'est important de continuer à faire notre travail dans la région pour développer ce projet-là. Il faut revenir à l'origine. La rive sud de Montréal est la région la plus mal desservie en transport, pas en transport collectif, en transport point. Les autoroutes à deux voies, là, comme on a pour la 10 et pour la 20, puis pour la 116, là, vers Montréal, ça n'existe même plus sur la rive sud nord de Montréal depuis bien longtemps. Je comprends que la rive nord de Montréal, ils ont eu des ministres bien pesants, puis ils ont eu un maire qui était très chum avec les entrepreneurs. Ça fait ils ont développé des entrepreneurs qui étaient très chum avec le parti au pouvoir. Si on compare le réseau routier de la rive nord de Montréal avec celui de la rive sud de Montréal, c'est comme comparer le réseau de transport de la région de Toronto avec celui-là de Saint-Jean. Ça n'a même pas de commune mesure. Alors, il y a un déficit extrêmement important sur la rive sud, pas juste pour Saint-Jean, pour les autres villes aussi. Et le ministre des Transports vient de la Rive-Sud, la CAQ est au courant de ça. Ces gens-là doivent aller de l'avant avec des projets structurants sur la Rive-Sud. Ouais, puis ils vont Si être on en est capable élection. de desservir Sainte-Anne-de-Bellevue à 5 000 personnes ou dans l'autre extrémité des municipalités qui ont 10 000 personnes, on devrait être capable de desservir le quart de million de population qu'il y a à Saint-Jean, Chambly, jusqu'à Bromont. Et il y aura des élections provinciales un jour ou l'autre, où les députés du coin et le ministre Bonnardel, le ministre Roberge, Louis Lemieux, vont avoir à débattre de ce sujet-là. Ça va être un enjeu de la prochaine élection. C'est un enjeu qu'il faut clairement laisser sur la table pour la prochaine élection. Bon, parce que l'autre affaire pour le consommateur, là, puis c'est bizarre, je faisais l'exercice en fin de semaine, je suis allé sur la Rive-Nord, donc forcément, j'ai pris la 35 et la 10. Bon, moi-même, j'ai travaillé à Montréal pendant 22 ans de ma vie. Et mes 2 dernières années où j'ai travaillé à Montréal, je prenais l'autobus, là. Mais je prenais l'autobus du terminus jusqu'à Bonaventure, où je travaillais pas très loin. Là, je me disais, disons que je retourne travailler à Montréal d'une couple d'années. Je vais-tu avoir le goût de prendre un bus qui va m'amener à Brossard pour, après ça, embarquer dans le REM pour m'amener au centre-ville? Ou si je vais prendre mon auto, puis je vais monter jusqu'à Brossard directement pour me stationner là, pour ensuite prendre le REM. Et ça veut dire que la 35 et la 10 ne seront pas tant décongestionnées. Même au contraire. Ça, c'est le contraire. L'étude qui a été faite par le Conseil économique bien avant l'ère de M. Laplante, ne lui en déplaise, c'est les gens qui étaient très contents de pouvoir compter sur le REM. Mais en même temps, 70 des gens qui aujourd'hui prennent déjà le transport en commun pour s'en aller à Montréal, au centre-ville, comme toi tu viens de le mentionner, ils vont se rendre au REM en auto. Ils vont pas prendre... D'abord, le terminus à Saint-Jean, il est très mal placé parce que la plus grande partie de la population de Saint-Jean qui transite vers Montréal à chaque jour est localisée dans la région de Saint-Luc. Alors, ces gens-là partent de Saint-Luc, ils sont pour se rendre... Reviennent sur leur pas. Pour revenir sur leur pas puis s'en aller sur la Rive-Sud. Bien, ces gens-là, ils vont prendre leur auto, vont s'en aller directement au REM. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Puis ça a tellement été bien compris par les gens de la Caisse de dépôt qu'ils ont réduit le nombre de places de stationnement qu'il va y avoir sur la Rive-Sud pour essayer de convaincre les gens de ne pas faire ça. Mais en même temps, moi, je connais des gens personnellement. Ma femme, elle y va à Montréal en transport en commun. Puis d'autres personnes que je connais, ces personnes-là me disent carrément que ça va être plus long de se rendre au centre-ville s'ils sont obligés de s'engouffrer dans le trafic du REM pour aller prendre un train plutôt que de passer tout droit puis s'en aller. Le service du bus, actuellement, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Les gens sont satisfaits. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi que, là, l'autre défi qu'on a à Saint-Jean, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que ça se fait derrière des portes closes, mais ils vont faire quoi avec le transport en commun? Est-ce qu'ils vont obliger le transport en commun de Saint-Jean qui marche relativement bien, puis qui va pouvoir bénéficier du nouveau pont Champlain, s'en aller peut-être encore plus vite au centre-ville, ou s'ils vont obliger le transport en commun à s'arrêter au REM pour le financer? On dit qu'il faut laisser l'enjeu sur la table. Bon, il y a des élections municipales à venir, il y aura des élections provinciales éventuellement. Mais en même temps, les régions concernées sont des régions qui ne sont pas habituées de travailler ensemble. Saint-Jean, Chambly, Bromont, Granby, Carignan, Marieville. C'est des régions, c'est pas les mêmes MRC, c'est pas les mêmes députés. Il n'y a pas de communauté d'intérêt vraiment, il n'y a pas de forum de discussion commun. Comment ces gens-là peuvent-ils se réunir et avoir une force commune pour faire valoir leurs points au gouvernement? Ça prend un leader pour leader le projet, ce qu'on n'a pas dans le moment. À l'époque où l'idée avait été lancée en 2016,
C'est Michel Fecteau qui avait décidé de prendre, son bâton de pèlerin, de faire le tour des gens des MRC autour, puis des maires, avec le maire de Chambly. C'est très facile de faire une coalition pour un intérêt commun. Puis je pense que cet intérêt commun-là existe encore. Est-ce que c'est quelqu'un de la mairesse de Chambly qui doit prendre le bâton de pèlerin, le maire de Saint-Jean ou l'autre? De Granby ou de Bromont. Moi, je ne suis pas un politicien, là, mais ça peut venir de n'importe où. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette communauté d'intérêts se regroupe dans une coalition politique pour défendre ce projet-là. Puis il faut s'arranger pour qu'à la table du Conseil des ministres, qu'on ait plusieurs paroles qui vont parler. Puis on a un ministre des Transports, pourquoi qu'on n'en profite pas? Mais ça, c'est des mouvements politiques qui doivent se faire, puis des pressions politiques qui doivent se faire pour démontrer l'intérêt et la nécessité pour notre population. En terminant, tu disais un peu plus tôt que c'était un projet qui était structurant, au-delà d'aller faire des allers-retours à Montréal. Structurant, oui, puis on comprend les impacts, entre autres, pour l'Estrie, mais même pour nous, c'est quoi les impacts économiques du REM au 1035? Premièrement, il faut comprendre qu'il n'y aura jamais des projets d'implantation industrielle d'envergure ou d'importance sans qu'on soit entouré d'un réseau de transport qui peut à la fois amener les gens facilement vers Montréal, mais ce qui vont amener aussi en retour une main-d'œuvre ultra qualifiée. Quand on parlait du projet de Peugeot à l'époque, c'est un projet qui aurait nécessité des centaines d'ingénieurs. On n'est pas capable de trouver ça dans notre bassin de population. Alors, quand on organise le transport, pas juste collectif, mais le réseau de transport, il va déterminer le genre d'entreprise qu'on est capable d'accueillir, puis le genre de développement économique qu'on est capable de faire. Je peux vous parler du développement économique qui est possible avec un réseau comme ça, mais je peux vous parler, mettons que Saint-Jean, il avait décidé à une certaine époque de miser sur la qualité de vie de Saint-Jean, puis de développer ses infrastructures touristiques, mais touristiques de fin de semaine, de qualité de vie. Mais les gens qui viennent s'établir ici pour la qualité de vie, ils ont envie aussi d'avoir un accès facile à tout ce que la Rive-Sud peut offrir, pas tout ce que Montréal peut offrir en termes de loisirs, de culture, de toutes sortes de façons. Alors, Saint-Jean, il n'est plus une capitale régionale. C'est fini ce temps-là. Il faut qu'on soit capable de s'intégrer à la région métropolitaine par des autoroutes de transport puis des moyens de transport collectifs qui sont modernes puis qui vont nous projeter vers le futur. Ronald Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument. En deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannis à Macédoine sportive. On l'aime aussi, lui. Ah oui, William Julien. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Depuis quelques semaines maintenant, les différentes équipes en préparation de l'élection de novembre 2021 nous présentent tour à tour des candidats dans les districts électoraux. Aujourd'hui, on se transporte du côté de NDL, Notre-Dame-de-Lourdes, et la partie ouest de Saint-Gérard, district numéro 6, avec le candidat de l'équipe André Bouchard, M. Guy Desrochers, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous d'où vient ce goût de la politique municipale. Écoutez, moi, j'ai pris ma pension en 2017 des Forces canadiennes. Je travaillais au collège militaire, là, tout près de ma maison. J'ai toujours eu un œil là-dessus. En 2009, d'ailleurs, je me suis présenté comme conseiller à Sabrevois avec M. Denis Rolland. Ouais.
Je n'avais pas entré, mais j'étais dans son équipe. C'était un chic type. Puis, j'ai toujours eu ça en arrière de ma tête, mais en tant que militaire actif, c'était plus difficile, ça me prenait une permission. Bon, maintenant que je suis à la retraite, là, j'ai plus besoin de permission. Puis, j'avais parlé de ça une couple de fois avec ma conseillère, Mélanie Dufresne. Puis, ça fait 2 ans Que ça mijote. Oui, que ça mijote. Puis, finalement, j'ai décidé de me présenter. Bon, vous l'avez dit, vous avez pris votre retraite des Forces canadiennes il n'y a pas tant longtemps, 2017. Ouais. Vous avez quoi, passé 37 ans dans les Forces? Oui. C'est quand même beaucoup parce que je connais beaucoup de militaires, moi, qui après 20, 22, 24, 25 en forçant prennent leur retraite. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté aussi longtemps dans les Forces? Non, on a tous nos doutes. Après 9 ans, je suis presque sorti pour m'en aller en droit. Parce que, tu sais, au début, on se demande, est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Finalement, là, les conditions de travail, l'intérêt, les différents travails qu'on nous donne au fur et à mesure qu'on est promu, nous gardent très intéressés. Alors, j'ai vraiment aimé mes 37 ans au complet, puis j'avais décidé de rester... j'ai pris ma décision vraiment en 2000. Bon, vous êtes originaire de quel endroit? Verdun. Je suis né à Verdun. Puis, ça fait 25 ans que je demeure ici. Bon. Et votre carrière militaire, je présume, vous avez dû déménager quelques fois, vous avez dû faire quelques... Aux 3 ans. Aux 3 ans. Vous avez dû faire quelques missions avec les Nations unies au travers de ça. Bref, si on avait à résumer votre carrière militaire, on dirait quoi? Rapidement, j'ai fait... En fait, j'étais bien chanceux. J'étais allé pas mal où est-ce que je voulais aller. Le premier endroit, ça a été l'Allemagne. Alors, je me suis joint en 1980. De 83 à 86, je suis allé en Allemagne. Fait que j'ai fait... l'Allemagne, après ça, ici, l'École des recrues. Puis après ça, là, Kingston, Québec, des missions en Israël. En tout, là, j'ai une dizaine de missions, si on calcule le nombre de 6 mois. Fait que ça, c'était super intéressant. Les 3 ans en Allemagne étaient imbattables, mais les 2 ans en Israël, à 2 temps différents, là, 91, 92, 2003, 2004, ça, avec, c'est très intéressant à cause du Moyen-Orient. Bon, donc, vous avez terminé votre carrière ici au Collège militaire? Oui. Ouais. Et vous faisiez quoi dans les dernières années? Bien, dans les dernières années, en 2008, c'est parce qu'après avoir eu 4 enfants, j'ai décidé que là, je ne voulais plus me promener à gauche et à droite. Alors, j'ai fait un virage vers la réserve. Alors là, j'ai tombé de la régulière à la réserve, puis là, je pouvais décider un peu où j'allais. Cependant, il faut que les gens soient intéressés de m'embaucher. Puis l'École des recrues et le Collège militaire m'ont engagé là, pendant 9 ans. Et vous avez terminé sous quel grade? Capitaine. Capitaine. Ouais. Bon. Et là, comment se passe la retraite de 2017 à aujourd'hui? Êtes-vous impliqué dans différentes organisations? Comment occupez-vous votre temps de jeune retraité des Forces? Bien là, je vais vous dire que là j'ai le temps de regarder des choses, mais quand on est avec quelqu'un pour 37 ans, puis qu'on aime ce qu'on fait, parce que moi, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait et avec qui j'ai travaillé, très important, il n'y a pas de problème. Le temps passe vite, puis on se rend compte que ça passe très vite. Mais si je reviens à votre question, qui était? Oui. Bien, qui était, dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait entre votre retraite de 2017 à aujourd'hui pour occuper votre temps ou vous vous impliquer dans des causes? Toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille à temps plein puis qu'on élève 4 enfants. Je me suis occupé beaucoup de la maison patrimoniale que j'ai achetée en 2011 de M. Perrier. Oui. Alors, ça demande... Ben, en fait, c'est un projet de vie. C'est la maison à côté du marché public. Oui, la maison McGuinness McDonald. Et puis moi, je suis déjà ébéniste à temps partiel. Okay. Alors, je me suis occupé beaucoup de ça, puis j'ai été vraiment, là, pendant 2 ans de temps, là, bien occupé. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de, oui, sauter en politique, mais avec l'équipe de Mme Bouchard? Avec l'équipe de Mme Bouchard, ça a été assez facile. Étant tout près de l'hôtel de ville, j'allais souvent au conseil. Puis j'ai tombé un peu sur le choc de voir l'atmosphère qui existait que je n'ai jamais vue, même dans mon travail. Tu sais, on pense que les militaires donnent des ordres puis tout le monde écoute. Non, ça marche vraiment. Il faut convaincre les gens puis il faut travailler avec eux pour arriver à des décisions, même dans le militaire. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surpris. Puis dans les 2 dernières années, j'ai commencé à regarder ça en ligne. Puis là, ça m'a décidé de vraiment y aller pour faire changer l'atmosphère puis qu'on
qu'on s'entende puis qu'on fasse avancer Saint-Jean au complet, parce qu'on est juste une municipalité parmi tant d'autres. Là. Puis on a des problèmes plus gros comme la COVID, puis Montréal, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça qui m'a fait décider, dans le fond. Qu'est-ce que vous connaissez du district numéro 6, le quartier NDL et Saint-Gérard-Ouest? Considérant là, que ça fait 25 ans que je suis ici, je peux vous dire que je connais tous les districts. Là. J'ai demeuré à Sabrevois en plus pendant 10 ans. Fait que, on parle de la Légion, on parle de la rue Saint-Jacques, on parle de juste à côté, la base militaire, la carrière Baillargeon, Grand-Bernier. La première maison était à Saint-Luc. Puis dans le temps, il y avait des champs à gauche et à droite. Puis moi, j'ai dit, c'est parfait, je vais partir de Saint-Luc, là, sur la rue Germaine, puis je vais aller travailler à l'École des recrues en vélo. Oh my God. Même dans ce temps-là, où il n'y avait pas beaucoup de maisons à gauche et à droite, j'ai vite changé d'idée. Alors, fait que, tu sais, c'est un secteur que je connais bien, que j'ai passé souvent, puis j'ai vu aussi évoluer. Il y a des parties que j'aime, d'autres moins, mais je connais le secteur géographiquement, je connais bien. Que pensez-vous de l'enjeu de sécurité à l'égard de l'école primaire, qui est un peu le cœur de NDL, à l'intersection Plaza et Grand-Bernier? Une école de près de 400 enfants aux dernières nouvelles, donc beaucoup de parents qui viennent porter et chercher les enfants. Le service de garde, on a essayé toutes sortes d'affaires. C'est quand même mieux que c'était, mais ça reste quand même un secteur qui est drôlement occupé à deux moments de la journée. Bref, je ne sais pas, avez-vous déjà regardé un peu cet enjeu-là? Cet enjeu-là n'existe pas seulement à l'école. Non, ça doit être partout dans les autres écoles, mais moi, je le vois particulièrement là. Oui, absolument. Puis, tu sais, on le voit. Moi, j'ai 4 enfants, puis ils sont tous à l'école. Ouais. Alors, dans 3 écoles différentes. Alors, je vois un peu ce qui arrive avec les parents qui vont reconduire. J'essaie de faire prendre mes enfants l'autobus le plus souvent. Puis quand on va conduire, effectivement, une des solutions qui revient souvent, c'est il faut éduquer les parents. La lumière, oui, etc., le terre-plein. Je suis d'accord que c'est des choses, là, je pense que ce qui a été mis par l'administration présente est une bonne idée. Mais il faut aussi éduquer nos parents, c'est-à-dire des gens comme moi. Arrêtons de dropper nos enfants direct en avant de l'école. Puis si on le fait un petit peu plus loin, puis si on leur permet de marcher 500 mètres, là, ça leur faire du bien. Peut-être qu'après la COVID, ils vont vouloir marcher un peu plus. Là. Bon. En même temps, là, c'est drôle parce qu'on est dans un district où il y a une conseillère sortante, Mme Poisson, qui, elle, a fait le choix de se présenter indépendante. Il y a Pierre Boudreau, qui est un ancien candidat de l'équipe Legrand, qui fait le choix avec l'équipe Laplante cette fois-ci. Et là, vous arrivez avec l'équipe Bouchard. Donc, ça va être une lutte à 3. Ouais. Comment vous envisagez votre baptême de la politique municipale contre une conseillère sortante, contre un ancien commissaire scolaire qui s'est déjà présenté aussi? Bref, ça va être une dynamique particulière. Là. Je ne sais pas si on va être le seul secteur qui va en avoir 3. Peut-être en avoir 2, 3. Mais, tu sais, Mme Poisson, ça fait 2 mandats qu'elle est là. Puis avant, c'était, je crois, son père. Ouais. Moi, je ne la connais pas, là. M. Boudreau, je crois que c'est la première fois qu'il s'en vient en politique. C'est gagnant-gagnant en tant que je suis concerné. Je ne crois pas que les gens de NDL peuvent perdre en ce qui est l'enjeu de qui va rentrer. Cependant, ce que moi je fais, je connais ni un ni l'autre. Moi, j'arrive avec l'équipe de Mme Bouchard, puis le but est de travailler vraiment ensemble, puis d'avoir un accord commun, puis d'avoir une place de travail où est-ce que c'est qui fait bon vivre. Puis quand on se lève le matin, on veut aller travailler, là. Parce que présentement, je pense pas que ce soit comme ça, là. Outre les enjeux du district, ou encore, vous avez parlé évidemment de l'ambiance, disons, du conseil, votre vision d'avenir de la ville, de la région, quels sont les secteurs ou les dossiers grandes villes qui vous intéressent dans votre implication? Bien, pour ce qui est, je vais vous parler de la rue Saint-Jacques un peu parce que ça fait très longtemps que je me promène sur la rue Saint-Jacques pour aller travailler, que ce soit à l'École des recrues ou dans le temps, on magasinait beaucoup plus sur la rue Saint-Jacques. On s'en va vers Napierville, on pogne la rue Saint-Jacques. Je veux dire, il n'y a pas d'artère meilleure pour se rendre jusqu'à Grand-Bernier. Il faut travailler cet aspect-là de la rue Saint-Jacques. J'aimerais vraiment ça, travailler cet aspect-là pour qu'elle soit aussi belle que, je dirais, le boulevard Saint-Luc. Quand on se promène maintenant sur le boulevard Saint-Luc, avant l'overpass ou après, c'est beau à gauche et à droite. Je suis vraiment impressionné de ce qui s'est passé là. Puis ça serait bien, puis je mettrais des efforts là-dessus parce qu'on dirait que la rue Saint-Jacques, on a manqué de vision là-dessus au niveau visuel. C'est un peu déprimant.
Pourtant, il y a quelque chose à faire là. Même marcher sur les trottoirs, c'est vraiment les pires trottoirs que j'ai vus, spécialement sur le côté gauche quand on monte vers Saint-Jacques. Fait que ça serait quelque chose que ma nouvelle introduction là, au niveau d'NDL, à part les choses qui existent déjà, là, le Grand Bernier puis l'école là, NDL. Là. Ouais. Et au niveau de la ville, les finances publiques, la sécurité, je ne sais trop. Bref, est-ce qu'il y a des trucs vraiment où vous dites, là, ça, c'est telle affaire, il faudrait corriger ça ou améliorer ça? Bien, au niveau de la ville, là, premièrement, dans le Vieux-Saint-Jean, j'adore ce qui se passe. Je le sais que ce qui s'en vient ici, là, sur Richelieu, mais tout ce qui se passe dans la ville, on s'en va dans une bonne direction. Mais là, il faut voir plus grand. Puis moi, je suis un gars de travail d'équipe, là. J'ai toujours fait dans l'armée, puis je vais le faire aussi dans le civil, mais c'est comme ça que ça fonctionne même en industrie. Tu sais, la question du REM, là, c'est quelque chose, j'imagine, qu'on va être obligé de vraiment recommencer à travailler fort, même si les anciennes équipes s'étaient vraiment acharnées là-dessus. Je pense que M. Fecteau était un vrai instigateur de ça. Il faut ramener ça parce que j'ai des amis un peu partout qui disent « Hey, le REM, il va-tu aller à Saint-Jean? » Tout le monde pense que ce serait normal qu'il y ait à Saint-Jean, on a juste à regarder la 10. Alors, il faut travailler notre ville comme en grosse 100 000 et plus pour avoir assez de poids pour nous faire écouter pour que le REM soit installé. Au niveau environnemental, c'est incontournable. Guy Desrochers, merci beaucoup. Bonne chance à vous et au plaisir de se revoir quelque part à l'automne. On va se revoir. Quand on sera dans le vif de l'élection. D'accord. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Retenez la date du mercredi 10 mars parce qu'on devra réduire nos rejets d'eau usée parce qu'il y aura des travaux importants au poste de pompage Champlain. Ça entraîne des déversements, comme vous le savez. Donc, on va réduire nos rejets d'eau usée le mercredi 10 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.